Pour le monde extérieur, Francine avait tout. Un mariage prestigieux à Paris et le luxe de l'avenue Foch. Mais derrière cette façade se cachait une prison invisible, 5 années de mépris sous l'emprise d'un homme arrogant. Pourtant, c'est dans les couloirs froids d'un hôpital de province que tout va basculer. Privée de tout par son mari, Francine va voir un secret de famille ressurgir. L'arrogant a tendu un piège, mais il ignore que les clés du destin s'apprêtent à changer de main. Découvrez une histoire de résilience, de justice et de liberté. Cette histoire est une œuvre de fiction. Le silence d'un hôpital de province n'est jamais tout à fait blanc. Il est fait de textures sonores usantes, un bourdonnement métallique que l'oreille finit par traduire en angoisse pure. Le bip monotone du moniteur cardiaque, le sifflement sec de l'oxygène à travers les tubes de plastique, le grincement des semelles en caoutchouc des infirmières sur le linoléum délavé du couloir. Dans la chambre 214 de l'hôpital public de Limoges, l'air flottait, lourd d'une odeur de désinfectant bon marché et de café froid. C'était un lieu conçu pour broyer lentement la résistance des vivants. Francine était assise sur une chaise en plastique bleu mécanique depuis maintenant 36 heures. Ses yeux, d'ordinaire d'un vert limpide, étaient cernés de poches sombres, violacées par l'épuisement. Elle portait un vieux pull en laine grise, dont les manches commençaient à s'effilocher au poignet. Un vêtement confortable qu'elle avait attrapé à la hâte avant de monter dans le train pour la Haute-Vienne. Ses mains, autrefois soignées, étaient rêches, marquées par le froid et le stress. Elle serrait sans relâche la main droite de sa mère, Hélène. Une main pâle, presque translucide, où les veines dessinaient un réseau bleuté fragile, sous une peau fine comme du papier de soie. Hélène, plongée dans un coma artificiel après une énième rechute, semblait flotter entre deux mondes, son visage creusé par la maladie mais d'une sérénité presque insultante face à la tempête qui secouait sa fille. La culpabilité rongeait Francine. C'était une morsure lente, venimeuse. Depuis son mariage avec Marc, 5 ans plus tôt, elle s'était laissée enfermer dans une cage dorée à Paris. Marc exigeait tout son temps, toute son énergie, toute son attention. Il avait transformé Francine en une assistante personnelle non rémunérée, une gestionnaire de maison invisible, effaçant patiemment son identité sous prétexte de la protéger du monde extérieur. Elle avait espacé ses visites à sa mère, reporté des appels, étouffé ses propres désirs pour complaire à un homme qui mesurait la valeur des gens à la taille de leur portefeuille. Et maintenant, devant ce lit d'hôpital, Francine réalisait l'horreur de son aveuglement. Elle éprouvait aussi un soulagement secret et terrible, celui d'être enfin loin de l'appartement de l'avenue Foch, loin des remarques acerbes, loin du mépris quotidien de son mari. Soudain, la vibration brutale de son téléphone portable déchira la torpeur de la pièce. Le nom de Marc s'afficha sur l'écran rétroéclairé. Francine frissonna. Elle jeta un regard coupable au corps immobile de sa mère, se leva précipitamment et sortit dans le couloir glacial pour répondre, la voix basse et tremblante. « Marc, je t'écoute ? Tu as enfin décidé de décrocher ?» La voix de Marc traversa la ligne, tranchante, dénuée de la moindre once d'empathie. « Tu as fini de jouer les Mères Teresa, Francine ? J'ai des invités importants ce soir pour le projet de la colline. Le dossier de présentation n'est pas trié, la maison est un foutoir sans nom et le traiteur attend des instructions. Ta mère est vieille, elle a fait son temps. Qu'elle meure en paix, mais toi, ta place est ici. Rentre par le premier train. »« Marc, s'il te plaît, » murmura Francine, sentant les larmes brûler ses paupières. « Le médecin est passé ce matin. Il dit que c'est une question de jours, peut-être d'heures. Je ne peux pas la laisser seule dans ce lit. Elle n'a que moi. Et moi, je n'ai que toi pour tenir cette baraque, et tu n'es même pas foutu d'être là quand c'est crucial. » cracha-t-il avec un mépris souverain. « Tu choisis toujours les faibles, Francine. C'est pour ça que tu n'es rien, et que tu ne seras jamais rien sans moi. Tu as jusqu'à demain matin pour être à Paris. Après, j'en tirerai les conclusions qui s'imposent. » Le clic sec de la fin d'appel résonna dans l'appareil comme un coup de feu. Francine resta immobile, le téléphone pressé contre l'oreille, les yeux fixés sur le carrelage beige du couloir. Elle ferma les yeux, appuya son front contre la peinture écaillée du mur et prit une grande inspiration. Elle refusa de pleurer. Le chagrin était un luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir. Elle rangea l'appareil dans sa poche, redressa ses épaules fatiguées et retourna s'asseoir près d'Hélène. Sa résilience ne faisait que commencer, forgée dans le silence de cette nuit de garde, mais elle ignorait encore à quel point le piège de Marc était déjà en train de se refermer sur elle.
L'aube se leva sur Limoges comme une traînée de craie grise sur un tableau noir. À travers la vitre givrée de la chambre 214, la lumière du matin n'apportait aucune chaleur, juste la confirmation crue d'un jour nouveau qu'il faudrait affronter. Le corps de Francine était perclus de douleur. La nuit sur la chaise en plastique avait engourdi ses membres, mais ce n'était rien à côté de la léthargie qui enveloppait son esprit. Hélène, immobile sous ses draps, respirait toujours au rythme mécanique de la machine. Francine se leva, les articulations craquant dans le silence, et s'approcha du lavabo en inox pour s'asperger le visage d'eau glacée. En se regardant dans le miroir piqué de rouille, elle ne reconnut presque pas la femme de 34 ans qui l'observait. Ses cheveux châtains étaient emmêlés, son teint était de cire. Elle était au bout de ses forces physiques. C'est à cet instant précis, alors qu'elle essuyait ses mains sur un papier de verre jetable, que son téléphone émit un sifflement aigu. Une notification de message. Francine déverrouilla l'écran, s'attendant à une nouvelle salve d'insultes textuelles de Marc. Ce qu'elle vit la figea sur place. C'était une photographie d'une netteté insolente, prise avec un smartphone haut de gamme. L'image cadrait la lourde porte en chêne massif de leur appartement parisien, un immeuble haussmannien de l'avenue Foch. Mais quelque chose clochait. À la place de la poignée en laiton ciselé et de la serrure à double tour ancienne que Francine polissait chaque semaine, trônait désormais un boîtier noir, métallique, futuriste. Une serrure électronique à reconnaissance biométrique et pavé tactile dont le voyant bleu brillait comme un œil cruel. Sous l'image, le texte de Marc tomba comme une lame de guillotine. « Ne reviens pas, espèce de bon à rien. J'ai changé les codes et révoqué tes accès. Tes affaires sont dans des cartons à la cave, si le concierge ne les a pas encore jetés avec le reste des détritus. Bon débarras. » Le cœur de Francine rata un baiser, puis se mit à cogner violemment contre ses côtes. Un vertige physique la prit, l'obligeant à s'appuyer contre le rebord du lavabo pour ne pas s'effondrer. Ce n'était pas seulement le rejet qui la terrassait, c'était la réalisation immédiate de sa vulnérabilité totale. D'un geste frénétique, les doigts tremblants, elle ouvrit l'application de sa banque. L'écran afficha un solde de compte joint résiduel de 0,00 €. Marc avait tout vidé, transféré chaque centime vers ses comptes personnels d'entreprise. Elle tenta d'accéder à sa carte de crédit de secours, carte suspendue par l'émetteur. Elle ouvrit son sac à main à la hâte, vidant le contenu sur la table de nuit en formica. Un baume pour les lèvres, un paquet de mouchoirs froissés, un billet de 20 € et 2 pièces de 2 €. 24 €. C'était tout ce qui lui restait de sa vie à Paris. Elle n'avait plus de toit, plus d'argent, plus de dignité aux yeux de l'homme à qui elle avait tout donné. Elle était devenue une ombre, une intruse chassée de sa propre existence par un simple message de 13 mots. La porte de la chambre s'ouvrit doucement, laissant entrer une jeune infirmière rousse portant un plateau de soins. En voyant Francine, livide, le téléphone serré contre sa poitrine comme une arme ou un bouclier, la soignante s'arrêta net. « Madame, ça va? Vous êtes toute pâle. Je peux vous chercher un médecin? Je n'ai plus de maison, » murmura Francine, sa voix n'étant plus qu'un souffle blanc, dénué de timbre. Il a changé la serrure. Je n'ai plus nulle part où aller. L'infirmière posa le plateau et s'approcha, touchée par la détresse brute qui émanait de cette femme. Elle posa une main hésitante sur l'épaule de Francine. « Ne pensez pas à ça maintenant. Restez ici, près de votre mère. Tant que les soins continuent, personne ne vous chassera de cette chambre. Prenez ce fauteuil, reposez-vous. Le monde extérieur attendra. » Francine hocha la tête, mais le réconfort de l'infirmière glissa sur elle sans l'atteindre. Elle se laissa glisser le long du mur, s'asseyant directement sur le sol foudroyé par le froid du linoléum. Elle regarda l'écran éteint de son téléphone, puis le visage immobile de sa mère. L'isolement était absolu. Le silence était revenu, plus lourd encore. Elle était au fond du gouffre, dépouillée de tout ce qui faisait d'elle une citoyenne, une épouse, une femme. Elle ignorait que dans ce vide absolu, la voix la plus faible allait devenir son arme la plus redoutable. La nuit était revenue sur l'hôpital de Limoges, apportant avec elle une obscurité dense que seule la lueur blafarde des lampadaires du parking parvenait à percer. Dans la chambre 214, Francine n'avait pas bougé de sa chaise depuis des heures. Le choc du message de Marc s'était transformé en une léthargie glaciale. Son corps ne tremblait plus, son esprit était vide, anesthésié par l'immensité de sa perte. 24 € sur une table de nuit. C'était le prix de sa liberté, ou plutôt de son bannissement.
Elle fixait les gouttes de solution saline qui tombaient régulièrement dans le tube de plastique, comptant les secondes pour ne pas sombrer dans la folie. Le monde extérieur continuait de tourner à Paris. Marc devait célébrer son triomphe, tandis qu'ici, le temps semblait s'être figé dans l'attente de la mort. C'est alors qu'un bruit infime, presque imperceptible, déchira le ronronnement des machines. Un raclement de gorge, suivi d'un long soupir tremblant. Francine redressa la tête, le cœur soudain au bord des lèvres. Elle tourna le visage vers le lit. Hélène bougeait. Ce n'était pas un spasme réflexe comme ceux des jours précédents. Les longs doigts de sa mère se contractaient sur le drap blanc, cherchant une prise. Puis, avec une lenteur solennelle qui tenait du miracle, les paupières d'Hélène se soulevèrent. Pendant de longs mois, les yeux de sa mère avaient été voilés par la brume des médicaments et de la sénilité apparente. Mais ce soir-là, les yeux qui se posèrent sur Francine étaient d'un bleu d'une lucidité effrayante, perçant, entièrement ancré dans le présent. Le moniteur cardiaque accéléra légèrement son rythme, brisant la monotonie de la pièce. « Maman » murmura Francine, se levant si brusquement que sa chaise manqua de basculer. « Maman, tu m'entends? Je vais appeler l'infirmière. » Elle tendit la main vers le bouton d'appel d'urgence, mais avant qu'elle ne puisse le presser, la main d'Hélène se projeta en avant. La prise fut d'une fermeté surprenante, presque douloureuse. Ses doigts décharnés se verrouillèrent autour du poignet de Francine avec la force d'un étau. Francine figea son geste, le souffle court, terrifiée à l'idée de rompre ce fil fragile qui rattachait sa mère à la vie. Hélène fit un effort visible pour déglutir. Ses lèvres gercées remuèrent, émettant d'abord un sifflement d'air, puis les mots sortirent, faibles mais distincts, portant le poids d'une certitude absolue. « Ne... appelle personne, ma fille. Pas tout de suite. Écoute-moi. » La voix d'Hélène était rocailleuse, mais le ton n'admettait aucune réplique. C'était la voix de la femme d'affaires qu'elle avait été 30 ans plus tôt, avant que la maladie et le deuil ne l'effacent. « Maman, tu es réveillée. Tu es là. » « Ne pleure pas, ma fille, » chuchota Hélène, ses yeux fixés dans ceux de Francine avec une intensité presque hypnotique. « Il ne sait pas ce que j'ai fait hier, pendant qu'il me croyait inconsciente. » Francine fronça les sourcils, une vague d'incompréhension submergeant sa douleur. « De qui tu parles? Marc? Marc est à Paris, maman. Il m'a chassée. »« Je sais, » murmura Hélène, un sourire d'une ironie glaciale effleurant ses lèvres pâles. « Il est venu ici, Francine. Avant-hier soir. Tu étais descendue à la cafétéria pour chercher de quoi manger. Il est entré dans cette chambre comme un voleur. Il pensait que j'étais une souche, un légume qui n'attendait que le trou. » Un frisson de dégoût parcourut l'échine de Francine. Marc était venu à Limoges en secret, sans lui en parler? Qu'est-ce qu'il a fait, maman? Il avait des papiers, continua Hélène, sa respiration devenant plus courte, mais sa détermination intacte. Des procurations notariales. Des actes de cession pour les vieux brevets industriels de ton père et les terrains de la vallée de l'Orne. Son grand projet immobilier à Paris, il a besoin de ces terres pour obtenir son prêt bancaire. Sans cela, sa société s'effondre sous les dettes. Il a pris ma main, Francine. Il a essayé de me faire signer pendant que mes yeux étaient refermés. Il me croyait perdu dans le brouillard. En réalité, j'entendais tout. Je savais ce qu'il préparait. Francine retint son souffle, sentant le piège se dessiner dans l'ombre. « Tu as signé ?» J'ai simulé une crise de tremblement pour gâcher le papier, et il s'est énervé, dit Hélène avec une lueur de triomphe sauvage dans le regard. Il est parti en me maudissant. Dès qu'il a franchi cette porte, j'ai arraché ce masque. J'ai appelé maître Julien, mon avocat. Il est venu dans la nuit. Tout était déjà prêt depuis des mois, Francine. J'attendais juste de voir si cet homme changerait. Il n'a pas changé. Hélène serra un peu plus fort le poignet de sa fille, l'obligeant à se pencher tout près de son visage. Hier matin, pendant que tu dormais sur ce fauteuil, maître Julien a enregistré les documents officiels. La totalité de mes biens, les brevets, les comptes secrets de ton père en Suisse et les terrains de la vallée, tout a été transféré de manière irrévocable au sein d'une fiducie exclusive. Tu en es l'unique héritière et gestionnaire à compter d'hier midi. Et Marc a signé un engagement d'achat à découvert auprès de ses investisseurs, persuadé qu'il posséderait mes terres ce matin. Il a mordu à l'hameçon que je lui ai tendu il y a 1 mois. Hélène ferma les yeux un instant, épuisée par cet effort surhumain, avant de les rouvrir pour planter son regard dans celui de Francine. Ne pleure plus pour cet homme. Demain matin, la banque va frapper à sa porte.
Demain matin, Francine, il aura tout perdu, et c'est toi qui tiendras les clés de sa prison. Les premiers rayons de l'aube commençaient à peine à blanchir aux rideaux de la chambre 214 lorsque la porte s'ouvrit dans un grincement discret, laissant entrer un môme dont la simple présence sembla dissiper toute l'odeur de maladie qui flottait encore dans la pièce. Maître Julien n'avait absolument rien du procureur de cinéma ou de l'avocat d'affaires parisien au costume sur mesure et aux manières superficielles. C'était un homme d'une 50aine d'années, robuste, les cheveux grisonnants coupés courts, vêtu d'un pardessus en tweed sombre qui portait encore toute l'humidité du matin de province. Il tenait solidement sous le bras une mallette en cuir épais, usée par les nombreuses années de pratique, qui semblait contenir des vérités autrement plus solides que as promesses de marque. Ses yeux sombres, abrités derrière des lunettes à monture d'écaille, se posèrent d'abord sur Hélène, dont la respiration était redevenue calme, puis sur Francine, qui se tenait debout, immobile, comme suspendue entre deux mondes. Sans un mot, Julien s'approcha du lit, inclina la tête avec un respect profond envers Hélène, puis elle se tourna vers la jeune femme en lui tendant une tasse en carton fumante qu'il avait rapportée de la machine du rez-de-chaussée. Ce geste d'une simplicité désarmante, une attention humaine au milieu du chaos, ébranla Francine plus que toutes les menaces de son mari. Elle accepta le café, sentant la chaleur traverser la porcelaine fine de sa peau, alors que l'avocat posait sa lourde mallette sur la table de nuit en formica, déplaçant sans un bruit le billet de 20 € et les pièces de monnaie qui s'y trouvaient encore. « Votre mère m'a demandé de venir au plus vite, madame, » dit Julien d'une voix basse, feutrée, mais d'une clarté parfaite qui apaisa immédiatement le tumulte intérieur de Francine. « Elle m'a mise au courant de la situation à Paris et du message que vous avez reçu de votre époux. Je sais que vous traversez un moment d'une violence inouïe, mais je veux que vous sachiez une chose importante. La détresse dans laquelle il pense vous avoir plongé n'est qu'une illusion temporaire. En réalité, c'est lui qui marche au-dessus du vide. » Francine but une gorgée de café brûlant, sentant l'amertume lui redonner un semblant de lucidité, tandis que Julien ouvrait les fermoirs métalliques de sa mallette avec un déclic sec qui résonna dans le silence de la pièce. Il en sortit une chemise en carton bleu nuit, frappée du sceau de son cabinet de notaire, et l'étala méthodiquement sur le lit, juste à côté de la main d'Hélène qui s'était refermée sur le drap, comme pour sceller une alliance invisible. Pour comprendre la situation, Francine, il faut que vous compreniez ce que votre mari ignore de la fortune de votre famille, poursuivit l'avocat en ajustant ses lunettes. Marc a toujours cru que votre mère n'était qu'une retraitée de province vivant sur une pension modeste, parce qu'Hélène a toujours détesté l'ostentation. Mais votre père, avant sa disparition, avait déposé une série de brevets internationaux concernant la purification de l'eau industrielle et la stabilisation des sols argileux. Ces brevets sont aujourd'hui au cœur d'une transition écologique majeure. De plus, votre mère possède les terrains de la vallée de l'Orne, des hectares de foncier qui croisent précisément le tracé du futur grand axe commercial que l'entreprise de Marc s'est engagée à construire à Paris. Francine écoutait, le regard fixé sur les lignes de texte denses et les tampons officiels qui couvraient les feuilles de papier officielles. Elle se souvenait vaguement de son père parlant de ses recherches, mais Marc avait passé des années à lui répéter que sa famille n'était rien, que son passé n'avait aucune valeur et qu'elle devait tout à la générosité de sa propre entreprise. Marc est un homme avide, mais sa cupidité l'a rendu imprudent, continua Julien avec un calme presque effrayant. Il y a un mois, il a proposé à votre mère de racheter ses terrains pour une somme dérisoire, pensant profiter de sa faiblesse. Hélène a feint l'intérêt, le laissant croire qu'elle accepterait l'offre lors de sa prochaine visite. Convaincu de son coup, Marc a contracté un emprunt massif auprès d'un consortium bancaire international et a signé un engagement de construction à découvert, utilisant les futurs titres de propriété de ces terrains comme garantie principale. Il a misé toute la trésorerie de sa société, ainsi que ses biens personnels, sur l'acquisition de ces terres. L'avocat tourna une page du dossier, révélant un document daté de la veille, portant la signature d'Hélène et le cachet d'enregistrement de la préfecture. Mais avant-hier soir, lorsqu'il est venu ici en secret pour lui faire signer l'acte de cession définitif par la force, votre mère a tenu bon. Et hier matin, à la première heure, nous avons finalisé ce que nous préparions en secret depuis des mois. La totalité des brevets, les comptes de redevances et l'intégralité des terrains de la vallée ont été transférés de manière irrévocable au sein d'une fiducie exclusive. Vous en êtes l'unique bénéficiaire et la seule gérante légale, Francine. À l'heure où je vous parle,
L'entreprise de votre mari a investi des millions d'euros pour lancer des travaux sur un site dont vous possédez le moindre centimètre carré. Il a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et l'ours, c'est vous. » Francine posa sa tasse, le souffle court, réalisant enfin l'ampleur du retournement de situation. Le soulagement qui l'envahit ne fut pas une explosion de joie, mais une grande vague de fraîcheur qui nettoya instantanément les humiliations des dernières années. Elle regarda sa mère, dont les yeux étaient fermés mais dont le visage affichait une paix royale. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Francine, sa voix retrouvant une fermeté qu'elle croyait perdue à jamais. « Il est exactement 8 heures du matin, » répondit Julien en jetant un coup d'œil à sa montre avec un sourire subtil, presque imperceptible. « Le conseil d'administration de la banque de Marc vient de s'ouvrir à Paris. Ils vont découvrir que les garanties présentées par votre mari n'existent pas et que les comptes de sa société sont techniquement bloqués pour suspicion de fraude spéculative. Le piège que votre mère a conçu est en train de se refermer. Dans moins d'1 heure, l'homme qui a changé vos serrures découvrira qu'il n'a plus les moyens de s'offrir une porte. » À Paris, la matinée s'annonçait absolument radieuse sur la grande verrière de la salle de conseil de l'avenue Foch. Marc ajusta les boutons de manchette de sa chemise sur mesure, un sourire particulièrement satisfait aux lèvres. Dans moins d'1 heure, il signerait enfin le fameux contrat de développement de la colline, le projet de sa vie qui allait le propulser définitivement parmi les plus grands promoteurs de la capitale. Pour lui, la journée de la veille avait été un nettoyage nécessaire et efficace. En changeant les serrures de l'appartement et en éjectant brutalement Francine de sa vie, il s'était débarrassé d'un poids mort, d'une femme invisible qu'il s'était toujours complu à rabaisser pour nourrir son propre ego. Il l'imaginait encore en train de pleurer dans les couloirs froids de son hôpital de province, misérable et impuissante avec ses pauvres 24 € en poche. Il savourait pleinement cette agréable sensation de contrôle absolu. La lourde porte de la salle de réunion s'ouvrit sur ses principaux investisseurs, ainsi que sur le directeur de la Banque internationale qui finançait toute l'opération. Les visages étaient graves, fermés, d'une froideur polaire qui n'appartenait pas du tout au protocole habituel des grandes signatures. Marc se leva pour les accueillir, la main tendue, mais le banquier ignora superbement son geste et s'assit lourdement en jetant un épais dossier sur la table en acajou. « Installez-vous, Marc », dit le directeur d'une voix monocorde qui fit immédiatement chuter la température de la pièce. « Nous avons un problème majeur. Le virement de garantie que vous deviez valider ce matin est totalement bloqué. Nos services juridiques viennent de vérifier les titres de propriété des terrains de la vallée de l'Orne, ces terres que vous avez données en caution personnelle pour obtenir votre ligne de crédit de 12 millions d'euros. »« C'est rigoureusement impossible, » répondit Marc avec un petit rire nerveux, sentant une légère goutte de sueur perler sur sa tempe. « L'ancienne propriétaire est une vieille femme mourante à Limoges. L'affaire est entendue. La signature n'est qu'une simple formalité administrative qui sera réglée dans la semaine. La vieille femme dont vous parlez n'est plus propriétaire de rien depuis 48 heures, trancha l'avocat du consortium bancaire en poussant un document officiel vers lui. L'intégralité des terrains, ainsi que les brevets industriels sur lesquels repose votre plan de construction, ont été transférés de manière irrévocable dans une fiducie. Vous avez lancé des travaux à découvert et engagé les fonds de notre banque sur un site qui ne vous appartient absolument pas. Juridiquement, cela s'appelle une tentative d'escroquerie et une fraude spéculative. » Marc attrapa la feuille de papier, les yeux exorbités, parcourant les lignes de texte à toute vitesse. Au bas du document, le nom de la nouvelle et unique bénéficiaire de la structure financière s'étalait en grandes lettres capitales. Francine. Pas de nom de famille, juste le prénom de la femme qu'il avait jetée à la rue la veille comme une moins que rien. Le sol sembla se dérober sous ses pièces de luxe. En l'espace de quelques secondes, le château de cartes qu'il avait construit sur le mépris et l'arrogance s'effondra. Les investisseurs se levèrent les uns après les autres, refusant catégoriquement de lier leur nom à un scandale financier imminent. Le directeur de la banque se tourna vers lui avant de quitter la pièce, le regard chargé de dégoût. « Nos avocats lancent la procédure de saisie conservatoire dès ce midi, Marc. Vos comptes d'entreprise sont gelés, votre ligne de crédit est annulée, et puisque vous avez signé des garanties sur vos biens propres, votre appartement de l'avenue Foch fait l'objet d'une hypothèque judiciaire forcée. Vous avez 3 semaines pour rembourser vos dettes, après quoi vous n'aurez plus rien. » Resté seul dans la grande salle vide, le visage livide et les mains tremblantes,
Marc sortit son téléphone de sa poche. Il composa le numéro de Francine, la rage lui nouant la gorge. Il était prêt à hurler, à la menacer, à ramper s'il le fallait pour récupérer ses terres. L'appareil sonna 3 fois avant qu'une voix masculine, calme et terriblement assurée, ne décroche à l'autre bout du fil. « Francine !» hurla Marc, la salive aux lèvres. « Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Qu'est-ce que tu as fait? Passe-moi cette idiote immédiatement !»« Monsieur Marc !» répondit Julien d'un ton de glace qui coupa net les cris du promoteur. « Je suis maître Julien, l'avocat de la fiducie de votre épouse. Madame Francine n'a plus aucun compte à vous rendre. À partir de cet instant, toute communication se fera par l'intermédiaire de mon cabinet. Je vous conseille de préparer vos cartons, car les nouvelles serrures de l'avenue Foch ne vont plus vous servir très longtemps. Le soulagement est une sensation étrange, qui ne ressemble jamais à une explosion de joie spontanée, mais plutôt à une lente décompression intérieure qui laisse le corps endolori et l'esprit totalement hébété. Dans les jours qui suivirent l'effondrement financier et social de Marc, Francine ne ressentit aucune velléité de triomphe, ni le moindre goût pour la vengeance. La haine et le ressentiment étaient des carburants bien trop lourds pour une femme qui venait de passer 5 longues années de sa vie à s'effacer patiemment. À l'hôpital de Limoges, l'état de santé d'Hélène s'était enfin stabilisé de manière encourageante, les médecins parlant désormais d'une convalescence longue, mais tout à fait possible. Le monitoring cardiaque avait retrouvé un rythme parfaitement humain et pour la toute première fois depuis des semaines, la chambre 214 n'avait plus du tout l'air d'une antichambre de la mort. Pourtant, le véritable défi de Francine commençait à peine à se dessiner devant elle. Du jour au lendemain, la femme qui n'avait même pas le droit de gérer le budget des courses de son propre appartement parisien se retrouvait projetée à la tête d'un empire de brevets technologiques et de propriétés foncières d'une valeur estimée à plusieurs millions d'euros. Le vertige de cette responsabilité nouvelle et écrasante manqua plus d'une fois de la faire basculer dans le doute le plus profond. C'est précisément dans la petite bibliothèque feutrée de l'hôtel de province, où elle avait fini par louer une chambre décente, que Francine passa ses toutes premières nuits de travail. La grande table en chêne verni était constamment submergée de dossiers financiers complexes, de rapports d'ingénieurs détaillés sur la purification des eaux et de contrats de licence internationaux. Face à cette montagne de termes techniques et de chiffres austères, Francine se sentait terriblement petite, illégitime, habitée par cette vieille voix intérieure que Marc avait si soigneusement cultivée chez elle, cette voix cruelle qui lui répétait inlassablement qu'elle n'était qu'une bonne à rien. « Vous n'avez absolument pas besoin de tout comprendre en une seule nuit, Francine, » dit doucement maître Julien en posant une nouvelle pile de documents traduits sur le coin de la table. L'avocat était là, fidèle à son poste depuis le début, les manches de sa chemise blanche proprement retroussées, les yeux fatigués par les heures de lecture mais le regard toujours aussi ancré et rassurant. Depuis le premier jour de cette transition, il n'avait jamais tenté de prendre les décisions importantes à sa place. Il ne se comportait pas du tout en sauveur paternaliste, mais plutôt en guide bienveillant. C'était précisément là que résidait le cœur de leur relation naissante, dans ce respect absolu des compétences que Francine ignorait encore totalement posséder. « Je n'ai jamais géré la moindre entreprise, Julien », avoua-t-elle dans un soupir, en passant une main tremblante sur son front baigné de sueur. Marc avait tristement raison sur ce point précis. Je ne sais pas aligner 3 chiffres dans un bilan comptable sans faire une erreur majeure. Si je signe ce document de restructuration pour les redevances suisses, je crains de prendre le risque de tout perdre. Marc n'a jamais été un grand gestionnaire, Francine. Il n'était qu'un parieur arrogant qui utilisait la peur pour dominer son entourage, répondit Julien d'une voix feutrée, mais d'une fermeté tranquille. Vous, en revanche, vous avez géré sa vie entière, sa maison, ses caprices continuels et l'angoisse permanente de son mépris pendant des années sans jamais faiblir. Vous possédez la chose la plus rare et la plus précieuse dans ce milieu, la résilience. Tout le reste, qu'il s'agisse de la comptabilité ou du droit des affaires, ce ne sont que des outils techniques que l'on apprend à manipuler avec un peu de temps. L'avocat s'assit alors juste en face d'elle, prenant le temps nécessaire pour ouvrir un grand registre officiel afin de lui expliquer, ligne par ligne, le fonctionnement exact de la fiducie. Leurs têtes se rapprochèrent naturellement sous la lumière crue de la petite lampe de bureau. Il n'y avait aucune tension artificielle entre eux, aucune séduction déplacée, juste la construction lente, patiente et solide d'une complicité basée sur la confiance mutuelle. Pour Francine, qui avait été si longtemps habituée à ce que chaque interaction masculine soit un rapport de force ou une négociation déguisée,
La présence de Julien était une véritable oasis de clarté. Elle apprit ainsi à écouter sa voix, à observer ses mains calmes lorsqu'il désignait une clause contractuelle importante, et à accepter ses propres erreurs sans plus jamais se flageller. Par 2 fois au cours de cette nuit life, ses yeux croisèrent directement ceux de l'avocat dans le grand silence de la bibliothèque. Il n'y eut pas de grand discours romantique, mais le reflet d'une admiration sincère dans le regard de Julien fit monter une rougeur pudique sur les joues de Francine. Elle ne se sentait plus du tout comme une victime fragile que l'on devait protéger, mais comme une véritable partenaire que l'on respectait profondément. Vers 3 heures du matin, alors que la fatigue physique menaçait de la faire céder, elle apposa enfin sa signature sur le tout premier document officiel de sa nouvelle vie. L'accord de licence qui permettait à un consortium européen d'exploiter les brevets de son père, garantissant ainsi des revenus immédiats à la fiducie et bloquant définitivement toute tentative de rachat par les créanciers de Marc. En posant son stylo, Francine regarda attentivement ses propres mains. Elle constata avec une pointe de fierté qu'elle ne tremblait de plus du tout. Les ruines de son passé étaient encore fumantes à Paris, mais sous les conseils avisés et protecteurs de Julien, elle venait de poser la toute première pierre de sa propre forteresse. Le bruit strident d'une voiture de sport roulant à vive allure sur le gravier du parking de l'hôpital de Limoges brisa brutalement le calme feutré de l'après-midi. Marc en sortit précipitamment, la cravate de travers, la veste de son costume froissé et les yeux injectés de sang. L'homme autrefois si superbe de l'avenue Foch n'était plus désormais qu'une bête traquée par les huissiers de justice et par les banques. Il avait fait 3 longues heures de route depuis Paris, entièrement dévoré par la rage et le désespoir, bien décidé à récupérer ce qu'il considérait encore comme son dû légitime. Il savait pertinemment que Francine était là. Il s'imaginait encore, dans son arrogance aveugle, qu'il lui suffirait simplement de hausser la voix ou de simuler un remords passager pour faire plier cette femme qu'il avait passé 5 années de sa vie à soumettre. Francine l'attendait calmement à la cafétéria de l'hôpital, un espace public et particulièrement lumineux, choisi sur les conseils discrets de Julien. Elle était assise près de la grande vitre, vêtue d'un chemisier blanc simple mais impeccablement repassé. Ses cheveux n'étaient plus attachés à la hâte comme les jours précédents. Ils tombaient proprement et librement sur ses épaules. Quand Marc fit irruption dans la pièce en faisant sursauter les quelques patients présents, elle ne scia pas une seule seconde. Elle posa délicatement sa tasse de thé sur la table. « Francine, c'est quoi ce délire de banquiers et d'avocats ?» hurla-t-il en s'affalant lourdement sur la chaise juste en face d'elle, les mains tremblant nerveusement sur la table. « Ta mère a complètement perdu la tête, et toi tu te laisses bêtement manipuler par ce notaire de campagne. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Ma société est totalement bloquée, ils veulent saisir notre appartement. Tu vas vraiment me détruire pour une simple dispute domestique ?» Il tenta alors de jouer sa toute dernière carte, celle de l'acteur de mélodrame. Sa voix se fit soudainement plus douce, mielleuse, presque larmoyante. Il avança lentement ses mains pour attraper celle de Francine. « Écoute-moi, ma chérie, j'ai été stupide. Cette histoire de serrure, c'était une terrible erreur. J'étais sous pression à cause du travail et je ne le pensais pas vraiment. Tu sais bien que je t'aime, que tout ce que je fais, c'est uniquement pour notre avenir. Reviens à Paris avec moi. On annule cette fiducie ridicule, je te redonne tous les accès et on recommence tout à zéro. Tu ne peux pas me faire ça, pas après tout ce que nous avons partagé. » Francine regarda fixement les mains de Marc tendues vers elle. Pendant 5 longues années, ces mêmes mains avaient signé les chèques qui la privaient de liberté, et ces mêmes lèvres avaient prononcé des mots cruels qui l'avaient brisée. Mais aujourd'hui, en le regardant, elle ne ressentit aucune haine ni la moindre peur. Juste une immense pitié pour ce prédateur définitivement privé de ses griffes. Elle retira calmement ses mains, les croisant proprement sur ses genoux. « Tu n'as pas changé les serrures parce que tu étais fatigué, Marc, » dit-elle d'une voix d'une clarté et d'une fermeté qui la surprirent elle-même. « Tu les as changées parce que tu me croyais à genoux, sans un sou en poche, condamnée à regarder ma mère mourir sans pouvoir rien faire. Tu pensais sincèrement que j'étais une bonne à rien. Ce sont tes propres mots. » Le visage de Marc se décomposa sous le coup de la surprise. Le masque du repentir tomba instantanément, laissant place à une laideur faite de rage pure. Il se leva brusquement, tapant du poing sur la table, le corps penché vers elle, menaçant. « Tu te prends pour qui, Francine? Tu crois vraiment que tu es devenue quelqu'un parce que tu as hérité de 3 bouts de terrain dans une vallée perdue? Sans mon nom, sans mon argent, tu n'es absolument rien.
Si je plonge, je t'emmène avec moi. Je vais traîner ta mère devant les tribunaux pour fraude. Je vais... » Une main lourde et ferme se posa alors sur l'épaule de Marc, le forçant à se redresser immédiatement. Julien venait d'apparaître, flanqué de 2 agents de la sécurité de l'établissement, qui observaient la scène d'un œil sévère. L'avocat affichait un calme impérial, un contraste total avec l'hystérie grandissante du promoteur parisien. « Monsieur Marc, » dit Julien d'un ton qui n'admettait aucune réplique, « vos menaces sont actuellement enregistrées par les caméras de sécurité de cet établissement. De plus, les ordonnances de saisie conservatoire ont été validées par le tribunal de Paris il y a exactement 2 heures. Vous êtes techniquement en faillite personnelle. Si vous ne quittez pas ces lieux immédiatement, ces messieurs vous escorteront jusqu'au poste de police le plus proche. » Marc regarda Julien, puis les agents, et enfin Francine. Dans les yeux de sa femme, il ne vit aucune colère, aucun désir de négociation, juste un vide absolu et définitif. Il comprit à cet instant précis que son pouvoir sur elle s'était évaporé pour toujours. Sans un mot de plus, terrassé par la honte et la défaite, il tourna les talons et s'enfuit à grands pas à travers les portes coulissantes de l'hôpital. Francine prit une profonde inspiration, regardant la place désormais vide en face d'elle. Le poids immense des 5 dernières années venait de s'envoler. Elle leva les yeux vers Julien, qui lui adressa un sourire discret et particulièrement rassurant. La tempête était passée. L'heure de la reconstruction et de la vraie liberté venait enfin de sonner. Le passage des saisons possède cette vertu silencieuse de guérir les blessures que l'on croyait éternelles, transformant lentement les souvenirs douloureux en de lointains échos sans importance. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'après-midi d'orage où Marc avait fui la cafétéria de l'hôpital de Limoges, et la vie de Francine avait pris une trajectoire que personne, pas même elle, n'aurait pu imaginer. La vieille maison familiale, située à la lisière des forêts de la Haute-Vienne, avait retrouvé sa splendeur d'autrefois grâce à d'importants travaux de rénovation, devenant le symbole vivant de cette renaissance. Hélène était enfin sortie de l'hôpital, marchant désormais avec une légère canne, mais affichant un teint fleuri et un regard d'une vivacité retrouvée. L'air pur de la province et la fierté de voir sa fille s'épanouir avaient été les meilleurs des remèdes. Ce matin-là, la lumière dorée de l'automne filtrait à travers les grandes fenêtres du salon, illuminant les parquets cirés et les dossiers administratifs qui ne provoquaient plus aucun vertige chez Francine. Elle avait appris à dompter les chiffres, à comprendre les mécanismes subtils du droit commercial et à diriger la fiducie familiale avec une main de fer dans un gant de velours. Les brevets de son père étaient désormais exploités de manière éthique par un consortium européen, générant des revenus réguliers qui assuraient l'avenir de la famille et permettaient de financer des projets écologiques locaux. Francine n'était plus l'ombre effacée de l'avenue Foch. Elle était devenue une femme d'affaires respectée, dont la parole comptait dans les cercles décisionnels. À Paris, l'effondrement de Marc avait été total et sans appel, les journaux économiques ayant largement commenté la faillite retentissante de sa société immobilière. Privé des terrains de la vallée de l'Orne, il n'avait jamais pu honorer ses dettes auprès des banques internationales, ce qui avait entraîné la saisie de tous ses biens professionnels et personnels. L'appartement de luxe avait été vendu aux enchères, et l'homme arrogant qui aimait tant humilier les plus faibles s'était retrouvé logé dans un petit studio de la banlieue lointaine, réduit à travailler comme simple courtier subalterne pour payer ses créanciers. Le destin avait rendu son verdict, et la justice, bien que silencieuse, s'était montrée d'une précision chirurgicale. La porte d'entrée de la maison s'ouvrit doucement, laissant entrer une brise fraîche chargée d'odeurs de feuilles mortes et de terre humide, suivie par le pas lourd et rassurant de maître Julien. L'avocat n'avait plus sa sacoche professionnelle sous le bras. Il portait simplement un panier en osier rempli de fruits frais qu'il avait acheté au marché du village. Depuis la fin des procédures judiciaires, ces visites n'avaient plus rien de protocolaire. La complicité professionnelle qui s'était forgée dans la douleur s'était muée, au fil des semaines, en un sentiment beaucoup plus profond, basé sur une tendresse infinie et un respect mutuel que le temps ne faisait que renforcer. « Hélène est déjà installée dans le jardin ?» demanda Julien d'une voix feutrée en posant le panier sur la table de la cuisine avant de s'approcher doucement de Francine. « Elle profite des derniers rayons de soleil avant l'hiver », répondit-elle en se tournant vers lui avec un sourire radieux qui illumina tout son visage. « Elle prétend que l'air d'ici est bien meilleur que toutes les potions de ses médecins. » Julien s'arrêta à quelques centimètres d'elle, son regard sombre plongeant dans les yeux verts de Francine avec une intensité qui ne la faisait plus du tout rougir,
mais qui lui procurait une immense sensation de sécurité. Il leva lentement la main pour replacer une mèche de cheveux rebelle derrière son oreille, un geste d'une tendresse infinie qui scellait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il n'y avait pas besoin de grands serments romantiques entre eux, car leurs actes passés parlèrent bien plus fort que les mots. Ils avaient affronté la tempête côte à côte, et ils s'apprêtaient maintenant à savourer le calme d'une vie choisie, libre de toute emprise. Francine laissa sa tête reposer un instant contre l'épaule solide de l'avocat, respirant l'odeur rassurante du tweed de sa veste. Elle se souvint alors de la femme brisée qui pleurait sur une chaise en plastique avec 24 € pour tout bagage, et elle réalisa le chemin parcouru. Le passé n'était plus une prison, mais simplement la fondation solide sur laquelle elle venait de bâtir son bonheur. En tendant la main vers celle de Julien, elle sentit ses doigts se verrouiller chaleureusement autour des siens. Ensemble, sous le regard bienveillant d'Hélène qui les observait depuis la terrasse, ils avancèrent vers ce nouveau chapitre, prêts à écrire une histoire dont ils étaient enfin les seuls et uniques auteurs. Le temps ne s'écoule pas de la même manière selon que l'on subit sa vie ou qu'on en choisit le cours. Dans les salons feutrés du Grand Hôtel de Genève, face aux eaux étincelantes du lac Léman, qui reflétaient l'azur parfait d'une fin d'après-midi de printemps, la rumeur du monde semblait glisser sans effort sur les hautes vitres de cristal. Francine se tenait debout près du balcon, une flûte de champagne à la main, observant le va-et-vient des voiliers blancs qui fendaient la surface tranquille du lac. Elle portait une robe de soie vert émeraude qui soulignait la clarté de son regard et la droiture de sa posture. Ce soir-là, la fiducie Vonnier célébrait la signature du plus grand partenariat technologique de son histoire. Un accord international garantissant le déploiement des systèmes de purification d'eau inventés par son père dans les zones arides d'Afrique subsaharienne. Le projet d'une vie, une œuvre de pure philanthropie, entièrement financée par les redevances des brevets que Marc avait jadis tenté de voler. Parmi les diplomates, les ingénieurs et les hommes d'affaires qui se pressèrent dans la salle, Francine avançait avec une aisance absolue, une grâce souveraine qui n'avait plus rien à voir avec la timidité maladive de l'épouse confinée de l'avenue Foch. Elle ne cherchait plus l'approbation dans le regard des autres. Elle la trouvait en elle-même. La métamorphose était achevée, non pas dans la vengeance, mais dans l'accomplissement d'un devoir plus grand que sa propre personne. À quelques pas de là, assise dans un fauteuil roulant en velours pourpre, Hélène observait sa fille avec des yeux qui brillaient d'une fierté indicible. La maladie avait fini par imposer ses limites physiques, mais l'esprit de la vieille dame restait d'une lucidité royale. Elle tenait sur ses genoux le catalogue officiel de la Fondation, ses doigts fins caressant amoureusement le nom de son défunt mari gravé en lettres d'or. Elle avait vécu assez longtemps pour voir la justice triompher, pour voir le nom des siennes lavé de toute infamie, et pour offrir à sa fille unique le royaume qu'elle méritait. Maître Julien s'approcha doucement d'Hélène, lui tendant une coupelle de cristal avant de tourner son regard vers Francine. L'avocat n'avait pas changé. Il arborait toujours ce même calme impérial, cette même présence rassurante qui avait été l'encre de Francine au milieu de la tempête de Limoges. Mais ce soir, l'homme de loi avait laissé la place à l'homme tout court. Le regard qu'il portait sur Francine n'était plus celui d'un conseiller juridique veillant sur les intérêts d'une cliente, mais celui d'un homme profondément, mûrement et sincèrement amoureux. Lorsque les invités commencèrent à se disperser vers les jardins pour admirer le coucher de soleil, Julien s'avança vers Francine. Sans un mot, il posa sa main sur la sienne, une caresse familière et enveloppante qui fit naître un sourire d'une douceur infinie sur les lèvres de la jeune femme. Ils s'éloignèrent ensemble vers la terrasse privative qui surplombait le grand jet d'eau de Genève. « Vous avez été impériale ce soir, Francine », dit-il d'une voix feutrée, une voix dont la basse résonna agréablement dans la fraîcheur du crépuscule. « Votre père aurait été profondément fier de voir ce que vous avez fait de son héritage. Mon père a posé les fondations, Julien, mais c'est vous qui m'avez appris à bâtir la forteresse, » répondit-elle en ancrant ses yeux verts dans les siens. « Sans votre clarté, sans votre respect, je serais probablement restée une ombre derrière des portes closes. » Julien prit doucement le visage de Francine entre ses mains, ses pouces effleurant ses pommettes hautes avec une délicatesse infinie. Il n'y avait plus de contrats à signer, plus de procès à redouter, plus de fantômes du passé à chasser. Marc n'était plus qu'une ligne insignifiante dans les archives des tribunaux de commerce de Paris, un souvenir poussiéreux que l'oubli avait déjà totalement consumé. Le passé est mort, Francine. Votre vie vous appartient désormais.
murmura-t-il, avant de sceller leur promesse silencieuse par un baiser d'une tendresse absolue, un baiser qui portait en lui le goût de la liberté retrouvée et des lendemains sereins. Francine ferma les yeux, savourant la tiédeur de ses lèvres et la certitude d'être enfin à sa juste place dans le monde. Elle repensa une toute dernière fois à la chambre 214, au bruit des machines, aux 24 € posés sur la table de nuit et aux serrures froides de l'avenue Foch. Ce n'était plus une blessure, c'était simplement le point de départ d'un voyage extraordinaire. Elle rouvrit les yeux sur l'immensité du lac, alors que les premières étoiles commençaient à s'allumer dans le ciel de Genève. Elle prit une profonde et magnifique inspiration, serrant fermement la main de Julien dans la sienne. La tempête était définitivement derrière eux, et l'horizon qui s'ouvrait devant leurs pas était d'une splendeur éblouissante. C'est ici que s'achève l'histoire de Francine, un voyage inoubliable de l'ombre à la lumière, prouvant que la plus grande des forces réside dans la résilience silencieuse. Et vous, qu'avez-vous pensé du destin de Francine et de la chute de Marc? Pensez-vous que la justice a été pleinement rendue? Partagez votre avis dans les commentaires, votre opinion compte énormément pour nous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt pour un nouveau récit.